Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le discours de Vladimir Poutine au club Valdaï. Le président russe a évoqué Emmanuel Macron lors de cet événement. En France, Sébastien Lecornu continue ses tâtonnements, que ce soit pour le budget comme pour la composition de son gouvernement. Une page écologie ensuite, pas pour parler nature, mais prédation. Au fil des années, le parti, aujourd'hui dirigé par Marine Tondelier, s'est distingué par des affaires particulièrement glauques. Vladimir Poutine a prononcé hier un discours au club Valdaï visant particulièrement Emmanuel Macron et les dirigeants européens. Décryptage Édouard Chano. Sa réponse aux récentes déclarations européennes était attendue. Vladimir Poutine est intervenu le 2 octobre à la conférence annuelle du club de discussion russe Valdaï à Sotchi. Essor du monde multipolaire, conflit en Ukraine entretenu par l'Union européenne, évolution des relations avec Washington. En près de 4 heures, le président russe a tout évoqué ou presque, mais il a surtout décoché plusieurs flèches en direction des dirigeants européens et d'Emmanuel Macron. Ces derniers sont en effet obnubilés ces dernières semaines par une supposée menace de drones et de survol d'avions russes. Une hystérie collective, selon le Kremlin, la France allant jusqu'à arraisonner dans les eaux internationales au large de Saint-Nazaire, un pétrolier commandé par un ressortissant chinois et battant pavillon béninois, accusé d'être l'un des navires de la, je cite, flotte fantôme russe et suspecté d'avoir transporté des drones ou de contourner les sanctions visant Moscou. Une interception qualifié de piraterie par le président russe qui a accusé son homologue français de vouloir détourner l'attention de l'opinion française de ses propres échecs. Parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de détourner l'attention de la population, des citoyens français, des problèmes complexes et difficiles à résoudre au sein même de la République française. Il est donc très tentant de réorienter, comme je l'ai déjà évoqué pendant mon discours, l'attention ailleurs, provoquer les forces extérieures d'autres pays, en particulier la Russie, nous inciter à entreprendre des actions et dire aux Français « Français, rassemblez-vous autour de moi, je vous mènerai à la victoire », comme Napoléon. Le président russe venait tout juste de lire un poème de Pouchkine consacré à la bataille de Borodino, ayant opposé en 1812 la France napoléonienne à l'Empire russe. « Calmez-vous et dormez paisiblement », a-t-il conseillé à ses homologues européens qui doivent se réunir ce 3 octobre à Copenhague après qu'Emmanuel Macron a estimé être, il y a 48 heures, dans une confrontation avec la Russie. Autre clin d'œil à l'histoire, le dirigeant russe a, durant son discours, rapporté que la Russie surveillerait l'Allemagne, celle-ci disant avoir l'ambition de redevenir la plus puissante armée d'Europe. Selon Raphaël Auclair, spécialiste de l'espace post-soviétique et co-auteur de l'essai Poutine Lord of War, la mise en garde de Vladimir Poutine ne doit pas être prise à la légère. On a eu un discours extrêmement virulent de Vladimir Poutine contre l'Occident et ses élites, qu'il accuse, comme en son habitude, d'avoir des volontés hégémoniques et de faire preuve de morgue et de vouloir faire la leçon à la terre entière. Et d'autre part, ces élites sont accusées d'être peu soucieuses de l'intérêt de leur peuple. Par ailleurs, le président russe s'est montré inflexible par rapport aux derniers événements, c'est-à-dire les vols de drones qui sont attribués à la Russie, et il assure que la réponse russe ne se fera pas attendre, et je cite, sera très convaincante. Et il finit par une mise en garde en disant qu'il ne faut pas provoquer et que les provocations se retournent toujours contre les provocateurs. Regrettant être de facto en guerre avec l'ensemble du bloc de l'OTAN, Vladimir Poutine a balayé les allégations occidentales selon lesquelles la Russie aurait l'intention d'attaquer des membres de l'Alliance Atlantique. Il a fustigé l'incompétence grave des hommes politiques entretenant cette idée. Plus menaçant, il a assuré que l'armée russe était devenue la plus combative au monde. Et alors que Donald Trump a qualifié les semaines passées la Russie de tigre de papier, Vladimir Poutine a averti que la livraison de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine ne changerait pas le cours du conflit, mais marquerait une nouvelle étape d'escalade, arguant que l'Ukraine ne peut les utiliser sans une implication militaire américaine directe. Des livraisons d'ailleurs de moins en moins probables selon les informations de Reuters le 2 octobre en raison de stocks destinés aux forces américaines. Le maître du Kremlin s'est toutefois voulu rassurant à certains égards, rapportant que sa relation avec son homologue américain était malgré tout confortable et dépourvue d'hypocrisie, tout en révélant qu'en dépit des appels américains à sanctionner le pétrole russe, les États-Unis avaient l'année passée acheté pour 800 millions de dollars d'uranium à la Russie.
Sébastien Lecornu, toujours dans le brouillard, toujours pas de gouvernement et le flou quant au budget. Explication Renaud de Bourleuf. Sébastien Lecornu, quelle espérance de vie à Matignon. Le Premier ministre, qui n'a toujours pas nommé de gouvernement, a reçu ce vendredi plusieurs représentants politiques pour des consultations de la dernière chance. En amont de ces rendez-vous, il a annoncé sur le perron de Matignon renoncer à l'usage du 49.3. Alors évidemment, le gouvernement va devoir aussi, lui, changer de méthode, bâtir des compromis avant la séance, pendant la séance, parfois aussi après les séances, dans ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire ce moment où l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent. Et donc c'est aussi sur cette base que je proposerai dans les prochains jours au président de la République une liste de membres du gouvernement qui devront accepter de rentrer aussi dans une nouvelle méthode de partage du pouvoir avec l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu joue la carte du rassemblement, mais il ne sera pas aisé de contenter LR tout en jonglant avec les risques de censure, le PS d'un côté et le RN de l'autre, lui maintenant une épée de Damoclès sur la tête. Par ailleurs, son renoncement au 49.3 a suscité des accueils divers. Ainsi, le chef des députés socialistes Boris Vallaud estime que le gouvernement a d'autres outils pour, je cite, caporaliser le Parlement, tels que les votes bloqués ou l'article 40 qui empêche des dépenses nouvelles. Le député écologiste Benjamin Lucas fustige quant à lui une simple déclaration de communication dans la mesure où l'usage du 49.3 pourrait entraîner une censure provoquant immédiatement la chute du gouvernement. Sébastien Lecornu a reçu Olivier Faure, premier secrétaire du PS, avant d'enchaîner avec les écologistes et le Parti communiste. La France insoumise a de son côté refusé tout rendez-vous. La présidente du groupe parlementaire Rassemblement national, Marine Le Pen, a elle aussi été reçue. Elle dit attendre maintenant le discours de politique générale. Le député RN du Var, Philippe Schreck, nous donne ses attentes quant au futur gouvernement. On est prêt à toute surprise en vérité. On nous a proposé, on nous a vendu, on nous a annoncé une rupture. On verra de quelle nature est la rupture. On est quand même un petit peu sceptique. On est un petit peu sceptique entre les annonces cosmétiques, entre un gouvernement qui continue à se faire mépriser et marcher dessus par Alger, on l'a vu avec l'affaire des visas aux étudiants. Pour l'instant, on n'attend pas grand-chose. Nous allons voir le budget. Et je pense que si le budget est de la même veine que les précédents, celui de M. Barnier, celui de M. Bayrou, les conséquences risquent d'être les mêmes. Je pense que M. Lecornu, j'espère pour lui, va apprendre de l'échec de ses deux prédécesseurs. Sébastien Lecornu l'a dit, ne pas recourir au 49.3 n'empêchera pas la France d'avoir un budget le 31 décembre. Mais le Premier ministre n'a pas donné d'indication quant aux orientations de ce budget. Le chef de gouvernement préfère sans doute ne pas prendre trop de risques tout de suite. Rappelons que c'est lors du vote du budget 2025 que le RN s'est joint à la censure, provoquant la chute du gouvernement Barnier. Philippe Schreck nous décrit les attentes de son parti quant au budget proposé par le gouvernement à venir. Eh bien, déjà, c'est un budget où la fiscalité et l'effort demandé aux Français serait, à l'instar de ce qu'avait promis M. Bayrou, serait posé. Les Français donnent trop pour des services insuffisants. Donc, pas d'augmentation de la fiscalité pour le plus grand nombre des Français qui sont déjà astreints à cette fiscalité. Nous attendons des signes forts sur la contribution à l'Europe. Ça suffit. Plus l'Europe nous étouffe, plus elle étouffe nos agriculteurs, et plus on envoie des milliards à l'Europe. Donc il nous faut une diminution de cette contribution nette à l'Europe. Ça me semble être un prérequis. Après, nous verrons si M. Lecornu, qui encore une fois nous a promis la rupture, tape dans le gras de l'État, dans le niveau de vie de l'État et peut-être même des collectivités territoriales. Il y a beaucoup à faire. Naturellement, aura-t-il le courage de s'attaquer au coût abyssal, gigantesque de l'immigration ? J'en suis pas certain. Peut-être que j'en demande ou j'en rêve beaucoup, mais nous attendons en tout cas des signes assez tangibles sur ces points. Le nouveau Premier ministre en a probablement la volonté, ou plutôt la velléité, mais quelle que soit la teneur de son gouvernement, Sébastien Lecornu n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et rejoindre Michel Barnier et François Bayrou pourrait n'être qu'une question de temps. Reste à savoir combien de temps Emmanuel Macron va poursuivre cette valse des premiers ministres. Il risque d'être encore une fois dans le « en même temps ». Et on a vu ce que le « en même temps » avait donné. Est-ce que les socialistes vont lui servir de béquille sous l'aune de leur rupture de façade avec les insoumis? J'allais dire, ça c'est leurs affaires. Il me semble que, encore une fois, M. Lecornu a annoncé de la rupture. J'en vois pas beaucoup. Tout ce que je vois, c'est qu'on n'a pas de ministre, on n'a pas de gouvernement. Donc, qu'il ose la rupture et je pense qu'il aura sa chance, mais il faut oser la rupture. Disons que Emmanuel Macron utilise des fusibles. Chaque fois qu'un fusible saute, on passe à un prochain fusible jusqu'à ce qu'on arrive au disjoncteur.
Donc il me semble que si M. Lecornu est renversé, il n'aura d'autre choix, c'est ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella demandent, que de dissoudre l'Assemblée pour tenter de trouver une majorité, dans le cadre d'élections qui ne soient pas des élections piratées par des accords de boutiquier, les accords de la honte que l'on avait eu en 2024. Et puis s'il ne le fait pas, puis si ça ne marche pas, la Constitution prévoit aussi sa démission. Elle est de son seul ressort, au président de la République, mais quand on aura utilisé tous les fusibles, il faudrait bien en arriver au disjoncteur, le disjoncteur chez lui. Verts et parfois pervers, les écologistes ont enchaîné les scandales au cours des années passées et c'est souvent par la tête que le poisson a pourri. Donneurs de leçons, féministes, ultra-tolérants côté pile, harcèlement, violence contre les femmes et protecteurs de prédateurs côté face. En France, plusieurs personnalités écologistes ont été mises en cause dans des affaires de harcèlement ou de comportements inappropriés, révélant des dissensions comportementales au sein des écologistes, anciennement appelés Europe Écologie Les Verts ou encore Les Verts. Ces scandales ont souvent été médiatisés dans le cadre du mouvement MeToo, très partagé dans le parti. Au-delà de faits graves, les possibles complicités internes ont de quoi inquiéter dans une famille politique où l'on n'hésite pas à faire dans le règlement de compte. Et quand il s'agit de Verts pervers, difficile de ne pas citer Denis Baupin, ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale, accusé en 2016 par 8 femmes, dont des figures de ELV comme Sandrine Rousseau, Isabelle Attard, Hélène Debost et Annie Lamère, de harcèlement et d'agression sexuelle entre 1998 et 2014. Cécile Duflot, ex-secrétaire nationale des Verts, a également témoigné en 2019 d'une agression subie par Denis Baupin en 2008 à Sao Paulo, mais n'a pas porté plainte, craignant, dit-elle, une instrumentalisation politique, Baupin étant son rival interne. Un discours étonnant alors que tous les défenseurs des femmes agressées incitent normalement à dénoncer leurs agresseurs pour éviter que ceux-ci ne recommencent. En renonçant à confondre ce prédateur, Cécile Duflot, qui grenouille désormais dans l'ONG Oxfam pour lutter contre les inégalités avec un salaire de ministre, a participé à la loi du silence, elle qui a été patronne des Verts, mais aussi ministre et élue. Les problèmes de harcèlement chez les écologistes ne sont cependant pas qu'une question d'hommes. En effet, la femme de Denis Baupin est Emmanuelle Cos, ancienne dirigeante de ELV, aussi et ancienne ministre. Cette dernière, depuis recyclée comme présidente de l'Union sociale pour l'habitat avec toujours un salaire de ministre, a défendu son mari, le décrivant comme un séducteur, mais niant les accusations d'agression. Ce dernier, féministe revendiqué, qui poussait la mascarade jusqu'à mettre du rouge à lèvres en solidarité avec les femmes, s'en est bien tiré avec une enquête classée sans suite pour prescription. En revanche, décidément gourmand, il a été condamné en 2019 pour procédure abusive après avoir attaqué ses accusatrices en diffamation. Emmanuelle Cos, pourtant friande de polémique, s'était trouvée bien à la peine pour défendre son mari contre ses accusateurs. Je ne crois pas que si c'est un problème que de la justice, il ne faut pas répondre sur Europe 1 qu'il y a peut-être un complot politique derrière. Je ne crois pas que ce soit moi qui ai de quoi que ce soit alimenté cette folie médiatique depuis plusieurs mois. Je vous serais gré de me laisser mon libre arbitre sur cette histoire et je vous dis tout simplement qu'il me semble quand il y a des affaires aussi graves et qui mettent en cause mon nom, le nom de mes enfants, et pas simplement mon conjoint. C'est devant la justice que ça se passe. La gauche morale qui a jeté en pâture ses adversaires politiques face à ses propres turpitudes et Emmanuelle Cos, les larmes aux yeux, fin de règne pour la tenancière du bateau vert qui sortira des radars politiques avec son mari. Ces affaires ont révélé une omerta au sein de ELV, malgré les rumeurs persistantes, et ont conduit à la création d'une cellule contre les violences sexistes en 2016, portée notamment par une certaine Sandrine Rousseau, victime présumée et partie donc. Autre ancien ministre mis en cause à de multiples reprises, l'ancien sénateur et président du groupe écologiste au Sénat, Jean-Vincent Placé. En 2016 et 2017, une ex-collaboratrice l'a accusé d'agression sexuelle à Lille et Séoul. En 2021, il a été condamné pour harcèlement sexuel envers une gendarme de son équipe de sécurité. En 2022, une garde à vue a suivi une plainte pour agression sexuelle et en 2025, le parquet a requis un procès pour les faits de 2016-2017. Habitué des dérapages, Jean-Vincent Placé avait été impliqué en 2016 dans une altercation dans un bar parisien, insultant une serveuse lui demandant de danser contre de l'argent. Querelleur, Placé n'aime pas qu'on le mette en cause, et même pour des accusations bénignes. Il avait ainsi été tout grognon lorsqu'un reportage avait évoqué le fait que lui, qui défend l'imposition sans limite des Français, ne paye même pas ses PV. Ce
vous me faites chier, je me dirais. Non, Vous allez vous démerder. mais c'est important. Non, c'est pas important, je trouve ça honteux. Mais non, mais c'est bien de l'avoir dit. Je me tire d'ailleurs, vous me faites chier. Mais non, Si, monsieur si, Placé, si. restez là. Journaliste mal intentionné ou ministre malhonnête ou un peu des deux. Il se trouve par ailleurs que Placé était un proche de figures comme Emmanuel Cos et François de Rugy au sein de l'aile pro-gouvernementale des écologistes, l'aile considérée comme modérée, mais dans son cas pas franchement portée sur la modération. Comment les membres éminents du parti pouvaient ne pas être au courant? Comment Cécile Duflot, qui fut sa compagne, ou même l'actuelle députée Eva Sas, qui fut aussi sa compagne, ne savait-elle pas? Cécile Duflot continue en tout cas de dispenser la bonne parole sans trop de gêne et en prenant à partie des femmes. Parce que Marion Maréchal, elle s'est mariée, puis elle a divorcé. Mais si jamais ses ancêtres politiques avaient continué à être au pouvoir, elle serait toujours mariée. Et peut-être même qu'elle morflerait beaucoup. Une sororité qui semble connaître ses limites et des apparatchiks qui dénoncent selon la couleur politique plus que selon les délits et les crimes. Et finalement, la seule fois que le parti s'est dressé comme un seul homme, si l'on peut dire, c'est pour faire la peau à Julien Bayou, ancien secrétaire national accusé en 2022 de violence psychologique par son ex-compagne Anaïs Leleu. Sandrine Rousseau a relayé ces accusations, suscitant des soupçons de règlement de compte politique, Bayou étant un rival de longue date. En 2025, les plaintes ont été classées sans suite et Bayou a dénoncé une procédure dégueulasse orchestrée par la direction, s'éloignant d'un parti qu'il disait ne plus reconnaître, mais qui avait tout de même déjà été largement éclaboussé par des scandales qu'il ne pouvait pas ignorer. Le parti, lui, nie aujourd'hui l'innocence de son ancien patron, comme il niait hier la culpabilité du mari d'Emmanuel Cos, Denis Baupin. J'ai eu 3 communiqués du parti qui refusent de dire « innocent ». J'attendais que les 12 000 personnes qui ont reçu un message m'accusant de faits graves reçoivent un message disant que, après enquête, il n'y avait rien, je suis innocent. Au bord des larmes, le militant vert, qui s'enorgueillit du passé supposément glorieux de sa mère qui soutenait les terroristes algériens du FLN, a même accusé nommément Sandrine Rousseau dans une défense assez pathétique. Mais de voir un parti, les écologistes, qui est sous l'emprise finalement de Sandrine Rousseau. Et la réponse de Sandrine Rousseau ne manque pas de piquant. Moi je vous dis, je n'ai rien voulu. Est-ce que vous lui demandez pardon ce matin? Certainement pas. Certainement pas. Ça suffit en fait. Ouais. Rien n'a été dans cette affaire, mais bon, voilà. Ne jamais reculer et estimer que la justice interne des Verts prévaut sur celle de la République. Et pourquoi pas, chasse aux sorcières pour les uns, impunité pour les autres, ambiance délétère, le parti, lui, n'attire pas les foules. En octobre 2023, Marine Tondelier, devenue secrétaire nationale, disait viser le 1 million d'adhérents. Au congrès de 2025, ils sont moins de 7000 à avoir voté. Les écologistes ne sont résolument pas un mouvement populaire et ne représentent aujourd'hui qu'une petite coterie qui manie un marketing habile à destination d'une population citadine et bobo, et cela avec un certain succès, en attendant la prochaine affaire. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Emmanuel Macron désavoué par l'opinion et même au sein de son propre camp. Selon le dernier baromètre du Figaro Magazine, sa cote de confiance est à 16%. Le président stabilise légèrement sa popularité, mais chez les sympathisants Renaissance, la confiance chute de 7 points à 71% et seulement 57% du socle commun maintiennent leur soutien. Les Républicains, avec 22% de confiance, s'interrogent sur l'opportunité de soutenir un président aussi impopulaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a 21% de confiance, peine également, rejeté par 70% des sympathisants de gauche et 69% du RN. François Bayrou, avec une cote d'avenir à 6% et Gabriel Attal en perte de vitesse, illustre les turbulences traversées par le camp macroniste. Dans le top 10 figure Jordan Bardella en première position, suivi de Marine Le Pen, Bruno Retailleau en 4e position et Marion Maréchal en 6e. Raphaël Glucksmann est le premier à gauche en 8e position avec une cote 2 fois moins élevée que le président du RN. Une grève en demi-teinte, la journée de mobilisation a rassemblé jeudi 195 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, contre près de 600 000 selon la CGT. Dans les deux cas, on parle d'une baisse par rapport à la journée du 18 septembre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les collègues sont prêts à s'inscrire dans un mouvement qui va s'inscrire dans la durée. Le Premier ministre seulement aujourd'hui est dans la droite ligne de ce qu'avait fait M. Bayrou avant lui et dans ses prédécesseurs également. Donc effectivement, il n'y a aucun changement. On change de Premier ministre, mais il n'y a rien qui change sur les politiques qui sont menées. Donc on va continuer le combat et essayer à un moment donné de bloquer les choses, y compris politiquement. De nombreux politiques se sont invités à la fête, tels que le fondateur de LFI Jean-Luc Mélenchon ou la secrétaire nationale des Verts Marine Tondelier. On sent que le pays bouge et il est très exigeant.
C'est ces deux éléments qui se combinent avec une opinion qui est très ouverte. Une seule solution, la cohabitation. C'est pas une opinion, la cohabitation, c'est un dû démocratique. En revanche, les socialistes n'ont pas été les bienvenus, à en juger par l'accueil réservé au premier secrétaire du PS Olivier Faure et au chef de groupe parlementaire Boris Vallaud. Un sacrifice pour faire l'union à Marseille. Jeudi, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, a annoncé le retrait de sa candidature à la mairie de la cité phocéenne. Les sondages le créditaient de 17% et attribuaient au député RN Franck Alicio, candidat lui aussi, environ 19%. Un tel score donnerait des conseillers municipaux et des élus d'arrondissement dans les deux camps, mais Stéphane Ravier ne veut pas, je cite, « faire perdre le camp national à Marseille ». Gentleman, il soutient son concurrent sans condition et appelle ses soutiens à rejoindre les équipes de Franck Alicio. Une division, ça ne fait que rarement les résultats d'une addition. Et que nous avons besoin d'une dynamique. Il y aura en 2026 vraiment une opportunité de remporter la victoire. Le géant de la mode low cost Shein n'est pas le bienvenu dans les grands magasins français. La Caisse des dépôts s'oppose en effet fermement au partenariat entre Shein et la Société des grands magasins qui gère le BHV Marais, plongeant cette dernière dans l'embarras. Ce projet, incluant l'ouverture de 6 magasins Shein, dont un au BHV, marque une première mondiale pour le géant chinois. Accusé de menacer le commerce français, Shein suscite l'ire des commerçants et des élus. Engagée dans le rachat des murs du BHV pour 300 millions d'euros, la Caisse des dépôts juge ce partenariat inacceptable, menaçant une opération déjà freinée par des besoins de financement. Le député LR Antoine Vermorel-Marc dénonce l'usage d'argent public, tandis que la Société des grands magasins défend son projet tout en cherchant à apaiser les tensions. L'actualité internationale en bref. L'héritage du pape François est là. Le pape Léon XIV a appelé à une conversion écologique lors de son premier discours sur le climat mercredi à Castel Gandolfo à l'occasion du 10e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Devant des responsables religieux et des vedettes comme Arnold Schwarzenegger, il a exhorté à mettre la pression sur les gouvernements pour lutter contre le changement climatique à un mois de la COP30 au Brésil. S'inscrivant dans les pas de son prédécesseur avec un ton certes moins frontal, Léon XIV joue également la carte de l'église ONG, dénonçant ce qu'il nomme le climato-scepticisme et plaidant pour une action personnelle, associative et politique. Il a même béni un fragment de glace du Groenland censé symboliser l'urgence. La facture carbone de cette opération marketing n'a pas été précisée par le Vatican. Elon Musk appelle à la croisade contre Netflix, ou plus précisément au boycott de la plateforme de streaming, dénonçant la série pour enfants Bébé Reine pour son contenu qu'il juge dégueulasse et woke. Cette attaque, relayée par des figures comme J.K. Rowling et Donald Trump, a amplifié une polémique autour de la plateforme accusée de promouvoir des contenus controversés. L'action Netflix a chuté de 3,2% à Wall Street après de nombreux partages de désabonnements sur X. Cette controverse intervient alors que le géant du streaming fait face à une concurrence accrue et à des défis financiers. La gauche sourit et c'est rare par les temps qui courent en Amérique latine. Un an après son investiture, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum affiche une popularité record de 79%, selon un sondage El País, surpassant même celle de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador. Héritière du parti Morena, elle capitalise sur la réduction de la pauvreté de 42 à 30% depuis 2018 et 850 milliards de dollars distribués à 32 millions de familles en 2025. Tout en poursuivant bien sûr les programmes pour femmes, jeunes et seniors. Face au retour de Donald Trump, elle est parvenue à négocier et a obtenu un sursis sur les droits de douane à 25% grâce à des concessions sur le narcotrafic avec l'extradition de chefs de cartel pour un recul de 50% du fentanyl. En revanche, la hausse de l'insécurité perçue qui se trouve à 51% pourrait peser dans les mois et les années à venir. Une page anonyme d'histoire du cinéma s'est tournée. Mardi, l'illustrateur Renato Cassaro est mort à l'âge de 89 ans en Italie. Il était connu pour ses affiches de films. Sa carrière avait pris un tournant en 1964 avec Pour une poignée de dollars, ce western mythique qui a lancé le cinéaste Sergio Leone, l'acteur Clint Eastwood, le compositeur Ennio Morricone et Renato Cassaro lui-même.
Jusqu'en 2000, il réalisera de nombreuses affiches de films, notamment les Rocky et les Rambo avec Sylvester Stallone, Danse avec les loups de Kevin Costner et de nombreux films français, tels que Le Marginal avec Jean-Paul Belmondo. En 2019, le cinéaste Quentin Tarantino lui avait rendu hommage en lui confiant de nombreuses affiches à réaliser pour Once Upon a Time in Hollywood, long métrage qui se déroule dans les coulisses des studios de cinéma. Ce soir, le plus d'éléments, et pour le Samedi politique, Élise Blaise reçoit le directeur de la rédaction d'Omerta, Régis Le Sommier, et l'ancien militaire diplômé de l'école de guerre, Hervé Carès, pour évoquer la fabrique de la peur. Dimanche, les conversations et Terre de Mission. Lundi, dès 7h, un zoom avec le journaliste Antoine Guénaud sur son ouvrage « Merde, la France qui dit non ». C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous.